Si vous regardez cette carte, vous verrez la Norvège, un pays d'Europe du Nord, qui occupe la moitié occidentale de la péninsule scandinave. Près de la moitié de la population du pays vit à l'extrême sud, dans la région entourant Oslo, la capitale. Avec ses glaciers majestueux, ses fjords et ses montagnes, la Norvège est célèbre pour ses paysages naturels spectaculaires. En revanche, son relief accidenté rend les déplacements difficiles. Plus de 1000 fjords bordent la côte ouest du pays scandinave, qui abrite un tiers des 5,3 millions d'habitants du pays. Le trajet de 1100 km entre Kristiansand au sud et Trondheim au nord, via la côte ouest par exemple, prend actuellement 21 heures et nécessite 7 traversées en ferry. Pour faire face à ces problèmes, quelque chose de fascinant et d'inhabituel se déroule dans le pays, qui a stupéfié les ingénieurs et les architectes du monde entier. Que se passe-t-il en Norvège et comment ce méga-projet va-t-il transformer le pays? Rejoignez-nous dans la vidéo d'aujourd'hui pour explorer ce méga-projet qui a stupéfié les ingénieurs du monde entier. Situé à la périphérie nord du continent européen et évitant ainsi les caractéristiques d'un carrefour géographique, la Norvège, la Voie du Nord, a maintenu une grande homogénéité parmi ses peuples et leur mode de vie. De petites enclaves d'immigrants principalement originaires d'Europe du Sud-Est et d'Asie du Sud se sont établis dans les régions d'Oslo à la fin du XXe siècle, mais les habitants du pays sont en grande majorité nordiques. La Norvège n'a de frontières terrestres qu'à l'est, avec la Suède, la Finlande et la Russie, avec la mer de Barents au nord, la mer de Norvège et la mer du Nord à l'ouest, et le détroit de Skager au sud. La Norvège occupe une partie du bouclier phénoscandien de l'Europe du Nord. Le socle rocheux extrêmement dur, composé principalement de granit et d'autres matériaux formés par la chaleur et la pression, a entre 1 et 2 milliards d'années. La côte ouest accidentée de la Norvège, où vivent des milliers de personnes, est difficile à parcourir en voiture. Cela prend du temps, un très long moment. L'itinéraire est imprévisible en raison des conditions météorologiques difficiles, les routes se fermant fréquemment et les ferries annulant fréquemment leur départ en raison de la neige, de vents violents ou de fortes vagues. En réponse à cela, l'administration norvégienne des routes publiques travaille actuellement sur la première autoroute flottante du monde. Grâce à la suppression de cette traversée en ferry, la route côtière E39 réduira de moitié au moins le temps de trajet de 21 heures entre les villes norvégiennes de Kristiansand au sud et de Trondheim au nord. Ces traversées seront remplacées par des ponts, des tunnels et les nouveaux ponts tubulaires flottants immergés innovants qui donnent son surnom à la route côtière. Mais la Norvège a du pain sur la planche, car aucun autre pays n'a mené à bien un projet de cette taille et de cette envergure utilisant des tunnels flottants. Et de tenter de réaliser ce projet de route historique coûtera plus de 47 milliards de dollars. Il existe des autoroutes que les voyageurs connaissent bien, la route 66, le Pacific Coast Highway et l'Autobahn en Allemagne. Ces routes légendaires sont légendaires en elles-mêmes. Avec l'achèvement de ce méga-projet, la Norvège pourra ajouter son nom à cette liste. Le pays va apporter d'importantes améliorations à l'autoroute E39, déjà impressionnante, qui longe son littoral. Le E indique que la route fait partie du réseau routier européen, un vaste réseau de routes qui traverse l'Europe. À la fin du projet, les véhicules pourront partir de Trondheim, dans le nord de la Norvège, et descendre le long de la côte ouest jusqu'à Kristiansand et même Oslo, dans le sud, avec la possibilité de s'arrêter dans toutes les grandes villes côtières en cours de route. Il est essentiel de garder à l'esprit que l'E39, à l'heure actuelle, ne fonctionne pas comme une seule autoroute continue. Elle s'étend sur toute la côte ouest de la Norvège, mais en raison de fjords profonds et étendus, des bacs sont nécessaires au point de passage, ce qui empêche une conduite continue et ininterrompue sur toute la longueur de l'autoroute. Tout cela est appelé à changer dans les 30 prochaines années. Nous avons terminé environ 11% des travaux du projet, a déclaré Thor Askeland. Thor est le chef du projet de l'autoroute E39 et il est spécialisé dans les traversées de fjords, la gestion des risques, les infrastructures durables, la planification et la construction et les stratégies pour ne citer que quelques domaines d'expertise. Il soupçonne les politiciens de donner la priorité aux parties du projet qui sont les plus rentables sur le plan socio-économique. Selon M. Thor, la côte ouest de la Norvège génère environ 60% de la valeur des exportations du pays. Une connexion fluide de l'ensemble de la côte occidentale de la Norvège a le potentiel de générer beaucoup de revenus pour la Norvège dans son ensemble, ainsi que pour les villes situées le long de la côte, car elles seront beaucoup plus accessibles. Les ingénieurs envisagent des structures alternatives, telles que des ponts ou des tunnels pour remplacer les 7 ferries actuelles. Ils envisagent un nouveau type de structure, le pont turbulaire flottant immergé SFTB.
pour certains des fjords les plus profonds et les plus longs, exposés à des conditions climatiques difficiles, où il serait difficile de construire des ponts suspendus ou des ponts flottants. Les solutions techniques existantes sont inapplicables lorsqu'un fjord a une profondeur supérieure à 100 mètres ou une largeur supérieure à 2 ou 3 km. Les fonds marins sont trop profonds pour qu'un tunnel rocheux classique puisse y être construit, car cela nécessiterait l'utilisation d'une quantité importante de terre sur les rives. Même s'ils sont adaptés aux traversées profondes, les ponts flottants et autres types de ponts sur des plateformes à jambes de tension (TLP) sont vulnérables aux conditions climatiques difficiles telles que les fortes vagues et les courants. C'est pourquoi le SFTB est devenu une solution populaire pour certains des fjords les plus longs et les plus profonds du monde. Son immersion réduit naturellement la charge maritime principale. Pour éviter le trafic maritime et réduire la charge principale de la mer, mais pas si profonde qu'il faille faire face à une pression d'eau élevée. Généralement, des profondeurs comprises entre 20 et 50 mètres, 60 et 150 pieds sont suffisantes. La stabilité verticale serait assurée par des filins ancrés au fond de la mer ou par des pontons flottant à la surface. Le pont turbulent flottant immergé est certainement une merveille d'ingénierie, mais l'idée n'est pas nouvelle. La première proposition connue a été faite en 1886 par Sir James Edward Reed, un architecte naval du Royaume-Uni. En Norvège, l'idée a été étudiée dès 1923 et, comme les études ont été réalisées par l'administration norvégienne des routes publiques pour la E39, la Norvège sait que d'autres pays envisagent de construire le même type de structure. Elle est en discussion avec plusieurs d'entre eux. Il s'agit donc plus d'une collaboration que d'une compétition. Mais il sera passionnant de voir quel pays sera le premier à construire cette structure. Un projet aussi monumental que celui-ci a besoin de tous les bras et de toutes les mains dont il dispose. Ce projet multidisciplinaire nécessite des personnes ayant des connaissances en matière de sécurité, de technologie des matériaux, d'économie sociale, d'ingénierie structurelle, d'exploitation et de maintenance, de climat et d'environnement, etc. L'un des aspects du projet sera un obstacle d'ingénierie considérablement difficile à franchir. Les différents fjords, des bras de mer longs, étroits et profonds, vont constituer un défi pour les ingénieurs. M. Thor a fait remarquer que le passage dessus la Fjorden est plus difficile à franchir en raison de l'environnement difficile à proximité de l'océan Atlantique. Le point central du projet est l'utilisation de ponts pour relier les points de terre entre les fjords étant profonds, les ponts traditionnels avec des piliers au fond ne sont pas possibles. En outre, de nombreux fjords sont trop larges pour des ponts suspendus. Les ponts suspendus sont utilisés par les ingénieurs pour les ponts de moins de 2 km de long. Ils ont beaucoup d'expérience avec les structures flottantes telles que les plateformes, mais ces ponts sont longs et minces et se comportent différemment dans les vagues et le vent qu'un simple point flottant au large. L'objectif de ces ponts est d'être suffisamment solides pour résister aux assauts constants du vent et des vagues tout en évitant la fatigue. Les ingénieurs doivent garder cela à l'esprit tout en limitant au maximum les coûts et l'empreinte carbone. Même s'il y a de nombreux mètres de route ordinaires à améliorer et à construire, a déclaré Thor, je dois dire que les traversées de fjords sont la partie la plus excitante. Toutes les traversées doivent être développées pour s'adapter aux conditions locales, mais les plus petites peuvent être construites avec une technologie connue, repousser les limites de la technologie connue et être capable de réaliser de grandes constructions avec de nouvelles technologies est un énorme défi. Ce projet remplit de nombreuses premières, plus grandes et plus longues, pour beaucoup de ces ponts. Un pont flottant de 5 km de long pour traverser le Bjørnafjorden est également en préparation, ainsi qu'un long pont à Hobant, qui pourrait s'avérer être le plus long du monde. Le Boknafjord et le Kvistøyfjord forment une énorme barrière aquatique au nord de Stavanger, en direction de Bergen. Actuellement, la liaison est assurée par un long trajet en ferry. Avec une profondeur maximale de 392 mètres sous le niveau de la mer et une longueur de 26,7 km, le tunnel Rogfast sera le tunnel routier sous-marin le plus long et le plus profond du monde, réduisant le temps de conduite de 40 minutes. Son ouverture est prévue pour 2026 et des péages seront mis en place pendant les 20 premières années d'exploitation. Les ingénieurs et les chercheurs qui travaillent sur le projet effectuent également des tests pour déterminer comment sera l'expérience de conduite, la sécurité étant leur priorité absolue. Ils prévoient des tests à l'échelle pour les incendies et les explosions, en tenant compte de la possibilité qu'un camion transportant des marchandises dangereuses explose à l'intérieur du tunnel. Les collisions avec des navires ou des sous-marins constituent un autre risque, car les fjords servent de terrain d'entraînement à la marine norvégienne. Le projet de route côtière collabore avec 3 des plus grandes universités de la région nordique. L'Université norvégienne des sciences et de la technologie, l'Université de Stavanger et l'Université de technologie de Chalmers, et compte une cinquantaine de doctorants qui travaillent sur divers défis techniques liés au projet E39. Il est évident que la plupart des recherches en cours sont importantes non seulement pour la route côtière E39, mais aussi pour le système routier mondial.
Ils s'efforcent de diffuser les résultats de leurs recherches afin que chaque aspect de leur travail contribue aux connaissances internationales et ne soit pas gaspillé. Alors que la Norvège continue de se lancer dans le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire du pays, le monde ne peut que s'émerveiller de ce qu'elle accomplira dans les années à venir. Qu'en pensez-vous de ce méga projet en cours en Norvège? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.